J'ai retrouvé un petit peu de moi, effectivement. Merci d'être à nouveau présent pour cette micro. Alors, on va commencer par faire un petit coucou à Claude et à Pascal qui ont animé les débats toute la semaine. Qui resteront à la fin pour échanger avec vous. Donc, pour des jeunes filles enterrent leur vie, on a la réalisatrice Maïté Sonnet et son producteur Ethan Kisser. Pour le film Écorché, nous avons le réalisateur Joachim Hérissé. Les réalisateurs Marianne Gaudière et Arthur Bacry. Pour le film d'animation La Bouche en cœur, nous avons la réalisatrice Manon Tacconi et sa comédienne Leslie Noël. Et dans le film donc, Vie éternelle, on a alors la réalisatrice et comédienne Garance Kim. Je vous souhaite une bonne séance et à tout à l'heure pour échanger avec eux. La féerie, en même temps assez triste, assez cheap, avec ses robes qui sont pas très bien ajustées. Enfin, c'est tout une direction artistique que tu as imprégnée, même dans l'image au film. Oui, tout à fait. En fait, je me suis aperçue que les enterrements de vie de jeunes filles, il y en avait de différents types. Il y a le genre très sexuel, un peu drôle, et il y a ce genre aussi très enfantin où d'un coup on revient à un imaginaire de l'enfance, c'est-à-dire on fait des karaokés avec des chansons Disney, on se déguise en princesse, on a des cupcakes, des petits gâteaux comme de la dinette. Et en fait, j'ai voulu travailler plutôt cet aspect-là, que je trouvais intéressant parce que je crois que, enfin moi en tout cas je me l'explique, parce que je crois que le désir de se marier, c'est un désir qui vient vraiment très tôt dans l'enfance, quand on est une fille en tout cas particulièrement, enfin vraiment les dessins animés et les jouets pour filles représentent souvent des mariés quoi. Et j'avais envie de transformer le rêve de petite fille en cauchemar en mettant les personnages dans ce conte de fées là qu'elles avaient petites et en les transformant elles-mêmes en poupées coincées dans leur maison de poupées quoi. Même les princes ne sont plus, il n'y a plus de grenouilles, il n'y a plus de crapauds, donc voilà. Il n'y a pas d'hommes dans ce film du tout. Il y a pas trop d'hommes dans ce film, c'est vrai. Est-ce que vous avez une question? Oui. Je vais vous passer le micro. La personne avec un micro. Moi, j'ai trouvé ton film très très beau en termes de réalisation et de photographie. Oui, bravo à toi et à ton équipe. Et je voulais savoir si tu pouvais nous dire quelques mots justement sur comment tu as travaillé ton découpage, si tu as fait des recherches visuelles, comment tu as collaboré avec ta chef opératrice. Oui, alors on a travaillé avec Marine Atlan au départ en se posant vraiment la question de filmer des images de contes de fées justement, et on a cherché entre autres des optiques qui avaient comme une sorte de pellicule, un peu comme un livre un peu poussiéreux. En tout cas moi je cherchais comme une couche de poussière très légère mais qui viendrait se décoller en fait petit à petit dans le film par la lumière notamment, d'abord par la lumière artificielle on va dire, il y a ces petites fleurs qui s'allument, puis dans la boîte de nuit il y a des lumières avec des couleurs assez vives par-dessus un fond de sodium, et puis en fait petit à petit on retourne vers l'extérieur où là le soleil prend enfin plus d'ampleur. Donc on a imaginé vraiment un trajet de dépoussiérage, quoi, on va dire, dans le film au niveau de l'image qui correspond à ce qui se passe pour les personnages, pour tous les personnages qui au départ sont un peu figés dans
dans leur rôle déjà, et dans quelque chose de représentatif, et puis petit à petit vont vers plus de sincérité et du coup de quelque chose de plus cru. Et ensuite on a découpé beaucoup sur place pendant les repérages, on a trouvé beaucoup de plans déjà en amont du tournage. Une autre question. J'ai remarqué que la musique était très originale. Comment avez-vous choisi votre compositeur ? Alors, Pierre Desprats, le compositeur, j'avais déjà travaillé avec lui sur mon premier court-métrage, il y a 3 ans. Et c'est quelqu'un qui fait un travail assez remarquable tout le temps, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à retravailler avec lui. Et là, encore une fois, on a travaillé avec Pierre sur ces notions de conte et de lieux habités, hantés. On a travaillé avec des chœurs parce que ce qu'on imaginait, c'est que c'est comme si ce lieu était quand même un peu magique et contenait des vieilles âmes qui allaient aider les personnages à faire un pas en avant chacune dans leur vie amoureuse. Et oui, voilà, ça s'est fait. Il y a la chanson de Julien Clerc aussi qui était... Et à la fin, voilà, il y a la chanson de Julien Clerc que j'ai fait réenregistrer par une chorale d'adolescents de collège. Oui, c'est des petites voix comme ça, très... Oui, c'est des jeunes, elles ont 12-13 ans, quoi. J'ai vu au générique que tu avais beaucoup d'assistantes mises en scène. Ouais. Et donc il y avait un enjeu de mise en scène, de mettre vraiment en scène ce lieu. Il y a la scène super où elles ont toutes leurs masques de fer. Oui. Oui, le lieu... C'était une façon de... C'est un enjeu pour toi, la mise en scène vraiment dans ce film. Oui, bien sûr. En plus, il y avait quelque chose à trouver entre à la fois un jeu d'actrice que moi je voulais très libre et naturaliste, et avec quelques moments d'improvisation notamment, et une image et une mise en scène un peu plus dirigée, on va dire, enfin un peu plus fixe par exemple. Et c'est... Oui, avec Laura Glyn-Smith, la première assistante mise en scène, elle était là aussi à tous les repérages et elle fait partie de l'équipe avec laquelle vraiment on a cherché dans ce lieu comment le filmer. En fait, par exemple, la scène dans les bains, on l'a filmée comme un tombeau géant. Et d'ailleurs, ensuite, au montage son notamment, on a fait tout un travail pour baisser le plus possible les sons directs et ne garder que très peu de sons, faire comme un silence avec beaucoup de réverb et on a rajouté des petites gouttes qui tombent. Vraiment, c'est le tombeau, quoi. On a accentué quelque chose qui était déjà présent dans le lieu, mais on l'a accentué au fur et à mesure du travail un peu. Il y a une autre question ? Complètement, parce que moi déjà j'aime beaucoup ça, qu'elles aimaient ça aussi. Et il y a des choses qu'on a improvisées en répétition, et puis j'ai gardé des moments que je trouvais intéressants, qu'on a remis en scène sur le tournage. Et il y a certaines choses qui sont improvisées au tournage, par exemple quand elles mangent leur brunch et que la mariée commence à raconter dans un monologue infini qu'elle a acheté des fleurs mais qu'en fait elle les a pas reçues. Ça c'est, en fait je me suis rendu compte au moment du tournage qu'il manquait un moment de monologue, parce que pour qu'on puisse sentir vraiment l'ennui général. Ça c'était pas dans le scénario par exemple, mais au tournage je me suis dit en fait on s'ennuie quand quelqu'un ne s'arrête plus de parler trop longtemps, quoi. Et donc j'ai demandé à la comédienne, raconte quelque chose de très précis, donne des chiffres, quelque chose de très matériel sur les fleurs de ton mariage, et ça elle l'a complètement improvisé par exemple. Un premier film vraiment, parce que tu avais déjà fait des séries, mais là c'est vraiment ton premier film de fiction. C'est ça, ouais, le premier film intime aussi. Premier film intime, puisque toi, ton inspiration, c'est tes propres sensations, c'est tes souvenirs d'enfance, des souvenirs d'histoires un peu qui te faisaient peur et sur lesquels tu as gardé une empreinte de ces histoires en toi. C'est ça, ouais, la première idée, alors c'est plusieurs idées qui se sont percutées, hein, c'est toujours un peu comme ça quand j'écris. Et la toute première idée, c'était de revenir sur mes peurs d'enfant en me basant sur une histoire, une légende urbaine que me racontait mon frère quand on était petit et qui me mettait dans des états de peur physique. Je voulais retrouver ça
dans mon écriture. Et puis après, je suis venu naître des angoisses peut-être plus profondes aussi, issues de l'enfance, notamment des cauchemars que je faisais enfant, où je sentais, c'était vraiment pas du tout visuel, c'était vraiment très, la sensation de mon corps qui passait d'un état creux à un état plein, et qui basculait dans un état creux, puis plein, puis creux, puis plein, pendant tout le cauchemar comme ça. Des cauchemars récurrents, donc c'est des choses qui m'ont forcément perturbé, que je voulais, et qui sont revenues en plus à la surface après l'adolescence, encore un peu adulte, dans des moments où ça va pas top. Donc j'avais vraiment un besoin en fait d'exprimer ces sensations-là, d'avoir quelque chose de très... enfin des choses qui sont impossibles à exprimer autrement que peut-être par mon médium d'animation, quoi. Et alors donc l'idée, le film est fait en textile, hein, c'est-à-dire stop motion, mais avec du tissu, avec du fil. C'est parti aussi de la rencontre avec une artiste qui fabrique des poupées, Aline Bordereau. C'est ça, voilà. En fait, donc l'écriture s'est fait finalement assez naturellement, enfin bon, voilà, avec beaucoup de réécriture forcément, mais c'est venu assez naturellement. L'écriture plastique, par contre, a été longue. J'ai essayé pas mal de choses moi-même, et j'arrivais pas à retrouver ces sensations-là. Donc j'ai quand même identifié à un moment donné, j'ai eu une révélation sur la matière textile par rapport à ces sensations de corps creux, et donc écorché dans mes recherches sur les écorchés de Fragonard. Enfin voilà, j'avais beaucoup d'échos sur des peintures ou Fragonard, c'était une forme d'art. Dali, tu aussi, Dali ouais. aussi. Et du coup, j'ai identifié le textile, la fibre textile, comme étant vraiment quelque chose qui pouvait je pouvais retrouver ces sensations de corps écorché. Et dans mes recherches, j'ai trouvé sur Internet le travail d'Aline en tapant tout simplement, écorché et textile. Et j'ai vu son bœuf écorché, et je me suis dit, il faut absolument... Qui est en tissu, ouais. Voilà. Et c'est elle qui t'a, sous ta direction, proposé ces deux personnages? Pas du tout. En fait, c'était évident vraiment qu'il fallait que je travaille avec elle, donc je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec moi? Mon scénario faisait écho, mon envie de film faisait écho aussi à son travail, et donc moi je lui ai laissé vraiment carte blanche pour créer ces personnages. Et donc après, j'ai découvert ce que ça donnait, et puis on a eu une adaptation pour le tournage, forcément des marionnettes plus petites, avec des squelettes. J'ai ajouté des yeux aussi, parce que je voulais vraiment beaucoup... Les yeux sont formidables. Ouais, qu'on ait une expression forte dans les yeux, des yeux assez réalistes. Et alors, la chose qui, moi, m'impressionne le plus, je ne sais pas si je rejoins le public ou pas, mais c'est le sang. Comment tu représentais le sang, comment cette espèce de fil rouge, parce que c'est incroyablement impressionnant. Pourtant, on se dit, oh, mais c'est des fils, enfin, en plus, on les reconnaît bien. Et pourtant, cette sensation du sang est forte dans ton film. Donc oui, alors c'est une des choses dont j'étais sûr, en fait, dès l'écriture, que tous les effets sanglants marcheraient parfaitement en textile. Donc ça a été très, très facile et assez épique en plus sur un tournage comme ça, en miniature. On s'est beaucoup amusé à chercher quel fil utiliser pour représenter le sang, et ça c'est très très rapide au tournage, en plus. Il descend, il a beaucoup de poids ce fil, quoi. Ouais, il a du poids, donc image, c'est très rapide, on pourrait faire une minute par jour de sang qui coule en textile, très facile. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Et de son aussi, d'écoute dans ce film. Ça peut être ça aussi, le thème du... Ah, j'ai trouvé le fil rouge, ça y est, c'est l'écoute, c'est pas mal. Oui, ça marche sur tous les films. Il y a un peu le départ aussi, dans tous les films à peu près. L'envie de partir. C'est un film très astucieusement construit, ouais, le départ, ouais, c'est vrai, très astucieusement construit, puisqu'en fait, on se demande qui est ce père, avec son fils qui a l'air vraiment très malheureux d'être là. Et puis, petit à petit, on découvre, voilà, leur problématique ou pas, leur façon de vivre leur surdité, en fait, surtout. Et le spectateur les découvre assez tardivement, et ça change complètement notre regard sur le film. Voilà, c'est quelque chose qui était très important pour vous dans l'écriture. Prenez peut-être le micro. Est-ce que je peux prendre le tien? Merci. Ouais, c'est intéressant justement de savoir à quel moment peut-être chacun découvre ou pas.
certains ne découvrent pas que ces deux personnes sont sourdes. Mais oui, l'idée c'était de vraiment les rencontrer d'abord, et puis la force d'être devant un écran, d'être au cinéma en salle, c'est d'être coincé et de petit à petit cheminer. Et donc on avait envie comme ça de faire face, peut-être à une sensation peut-être pas agréable au début, de regarder, de pas comprendre, et puis au fur et à mesure, peut-être que éventuellement à la fin, on est touché par ce père. Voilà, c'est Totalement. Vous avez tourné avec vous teniez absolument à ce que vos comédiens soient victimes de surdité, en fait. Ouais, c'était hyper important pour nous, et vraiment en fait pendant toute l'écriture de ce projet, c'est une question qui est souvent revenue. Est-ce que vous allez vraiment tourner avec des personnes sourdes? Et pour nous c'était une évidence absolue, parce que voilà, mon frère est sourd en fait, donc c'est un peu l'origine de ce projet-là. Et on voit peu, en fait, c'est des personnes qui sont très très peu représentées, et du coup ça n'aurait eu aucun sens, vraiment aucun sens pour nous de faire jouer la surdité. Ça nous aurait paru complètement incongru. Donc voilà, ce projet il était aussi porté par cette envie-là, clairement. Et on l'a fait. Malgré tout, il n'y a pas tant d'infos que ça, c'est quand même assez écrit. Mais l'idée, c'était quand même, à travers cette fiction, filmer des personnes, avoir une matière documentaire, entre guillemets, même si, mais c'est ces personnes-là qu'on filme au-delà des personnages qu'on a créés, quoi. On a encore un peu de temps, Stéphane? Alors on va passer à la deuxième film d'animation. C'est super d'avoir Donc tu es venue avec ton actrice. Voilà, en animation, on a aussi des acteurs. Surtout avec le son que tu as dans ton film, parce que tu as privilégié vraiment de mettre les voix très 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 en avant. Ouais, en fait, moi je voulais écrire du dialogue depuis le début, et ça se fait pas vraiment souvent en animation, j'ai l'impression. Mais moi j'ai fait un tournage et un enregistrement avant en fait même de faire le storyboard du film. Donc c'était vraiment la voix, les voix et les dialogues des comédiennes qui étaient complètement au centre du film, quoi. L'image elle est venue après. Tu as joué sans image. Tu savais pas quelle allait être l'image de. Moi quand j'ai pris la voix, il y avait déjà une animatique. Ouais, mais elle n'était pas très avancée quand même. Ouais, non, elle n'était pas très avancée. J'y arrivais pas en fait, sans les voix. Ça marchait pas. C'est vrai que comme c'est tellement centré sur le dialogue, même pour les mouvements, etc., comment on va bouger, il y a eu des moments où moi ça me semblait assez impossible à doubler sans être vraiment dans le mouvement. Et là, du coup, on a vraiment pris ce temps-là ensemble. Et il y a aussi des choses où on modifie un peu le scénario, parce qu'on on a retravaillé en jeu les dialogues, quoi, directement. En fait, vous n'avez pas enregistré qu'au son, vous avez aussi fait un... Oui, on a enregistré à la perche, pas en studio. Ouais, je voulais qu'on joue en fait, et même la scène du tout début qui est hors champ, la scène de l'agression, elle a été jouée, tout était joué comme au plateau, quoi. D'accord. Et tu t'es resservi de certains mouvements, certains dispositifs de mise en scène? Ouais, je les ai pas mal filmés, du coup je me suis resservi de pas mal de petits mouvements de mains, de tête, etc. Moi je me suis filmée aussi beaucoup, parce que en fait l'animation c'est un mélange entre un petit peu de la rotoscopie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on vient un peu décalquer de la vidéo, et du dessin pur, quoi. C'est un mélange entre les deux, et voilà, c'était surtout pour les mouvements de bassin, de main, tous les trucs un peu plus fins comme ça. Ouais, les mouvements de main qui sont très précis. Ouais, quand elle fume, etc. Ouais, même le grattement du paquet de cire. Oui, mais ça c'est vraiment ma main. J'ai plein de copains à moi qui me disent qu'on dirait que c'est moi qui bouge en fait dans le film, parce que je me suis beaucoup filmée aussi, donc voilà. Super. Et donc c'est un film d'école, c'est un film qui a été produit dans le cadre de la Poudrière, qui est une école d'animation, la seule école qui existe vraiment, qui forme des réalisateurs et des réalisatrices à devenir en animation. Et donc je voulais savoir comment ils avaient réagi à la lecture de ton scénario, parce qu'il est quand même très cash, très cru, voire des fois un peu avec du vocabulaire qui peut... Moi je ne connaissais pas Préli par exemple. Moi, je suis peut-être Ah bon? ouais. Parler avec...
Ah ouais, faut parler avec des ados, hein, parce que ça c'est... Quand même. Non mais ils ne parlent pas de prélit, les ados, ils vont pas me parler de prélit. Ah si, hein. Si. Parce qu'avant de coucher, ils font les prélits en fait. C'est la première étape. Tu vois. Ah non, peut-être pas, ouais. Je sais pas. Je fais un peu daronne quand même. Bah non, mais on a 2 directeurs à la Poudrière. Il y a Annick Teninge et Laurent Pouvaré. Et Laurent, il est beaucoup plus un peu réservé, donc il disait rien. Il disait pas grand-chose et au début, j'allais dans son bureau pour qu'on parle du film. C'est oui, toute cette partie où elle parle là, tu vois, ça pourrait être un peu... Il disait pas les mots. Tu veux dire quand il parle de fellation, Laurent, c'est de ça dont tu veux parler? Il disait, ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais petit à petit, au fur et à mesure de l'année, ça allait. Après, il est arrivé et un jour, il a dit fellation et j'étais genre, waouh, on a passé un step là. Non, mais en fait, ça allait, mais juste, en fait, ça va, parce que c'est juste des mots. Enfin, je veux dire, c'est des mots, des choses que on vit peut-être pas tous, mais bon, ça reste des mots qui parlent de sexualité, donc en fait, ça va. C'est sûr, faut passer la première étape, quoi. Mais voilà. Ah ouais, non mais c'est même pas un témoignage, hein. Moi c'est un truc que j'ai vécu, alors pas personnellement si vous voulez savoir, mais vraiment quand j'étais ado, j'étais dans un groupe de copains et de copines, on avait tous 16 ans quoi, puis c'était un peu, on découvrait un peu tous la sexualité, mais après on se racontait nos histoires entre nous, évidemment on était plusieurs à avoir des expériences avec les mêmes personnes, et j'avais 2 copines qui en présence du garçon en question racontaient que, mais elles étaient là, mais meuf, mais tu trouves pas, mais c'était dégueu, non? C'était dégueu. Il était genre, ouais, c'est vrai, il a vraiment un goût dégoûtant et le mec était super gêné, quoi. Et vraiment, elle était allée vomir dans la douche à côté, quoi. Et c'était trop marrant. Et en fait, c'était pas très grave. C'est pas très grave. Voilà. Ouais, c'est super, c'est une super façon. Alors ouais, on a écrit ensemble. On joue ensemble aussi dedans et on a autoproduit le film. Voilà. Ah oui, parce que c'est tout le monde, enfin plusieurs fois on a dit que j'étais producteur, mais je suis pas producteur. Hein. Même tout à l'heure vous avez dit ça. On a juste autoproduit ensemble le film. Tu dis ça? Non, pas toi, mais quelqu'un. Je savais que vous aviez coécrit, mais je me suis pas lancée dedans. Ouais, je sais pas, faudrait faire une enquête en interne, mais c'est pas la première fois en plus. Ah, il y a un problème de communication. Donc, qui est du 77 dans l'histoire? Ouais. Et c'est quand même... donc c'est un endroit que tu as... Tu l'as fait connaître à qui, c'est ça? Alors c'est Garance, ouais. Ouais, Garance. Moi j'ai découvert pas mal d'endroits aussi, finalement. Parce que moi je viens de la frontière entre le 93 et le 77, et là on allait dans le vrai 77. Et des trucs vraiment salés, quoi. Et on a découvert, parce que moi j'ai pas le permis, je suis un des seuls mecs du 77 qui a pas le permis, donc je suis très dépendant des transports en commun, voilà. Et elle est vachement forte la voix là, dis donc. Ouais, bien. J'ai l'impression. Ouais, mais j'ai jamais vu ça, entendu ça. On a fait beaucoup de repérages parce que mon père venait d'être à la retraite. J'allais dire de tomber à la retraite, mais c'est pas l'expression. Il venait de passer à la retraite, je sais pas comment on dit. Il venait d'être retraité. D'avoir sa retraite, de toucher sa retraite. Non mais oui, quand on s'est rencontrés avec Martin, c'est au bout d'un an, je pense que je lui ai proposé d'écrire quelque chose ensemble. Moi j'avais vu ses courts-métrages qu'il avait tournés du coup à Chelles, de là où il vient. Et il se trouve qu'assez naturellement, cette histoire de toute façon, moi j'avais une volonté de rencontre entre 2 personnages. On avait cette envie d'ailleurs, donc via l'aéroport, et vu que c'était dans la zone, de toute façon ça s'est imbriqué assez vite. Et ouais, d'explorer un peu ces zones, ces non-lieux quoi. Mais donc moi j'ai pas grandi à Chelles, par contre j'ai grandi dans le 93 et c'est vrai que après je suis partie vivre à Nantes, puis je suis revenue à Paris pour les études et quand on a écrit ce film avec Martin, il m'a ramené à quelque chose dont je me souvenais petite de toutes ces zones, ces non-lieux entre guillemets qu'on traversait en famille quand on rentrait et sortait de notre banlieue quoi. Et donc ouais, on a fait beaucoup de repérages et Martin a découvert beaucoup d'autres paysages autour de chez lui. Moi je sais où habite la famille de Mbappé maintenant, en Seine-et-Marne. C'est une belle rencontre. Ouais, je peux vous dire si vous me donnez de l'argent. Il y a un drapeau de l'Europe devant leur maison. Non, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas comment vous l'avez écrit en tout cas, mais il y a des choses de vos personnalité. Là en tout cas, moi j'ai eu l'impression que c'était le personnage. Ouais, effectivement, on
a écrit ce projet, même si on avait déjà la trame de savoir ce qu'on voulait, voilà, on savait déjà ce qu'on voulait dérouler dans ce scénario, mais c'est vrai que ça a été inspiré de tout ce qu'on a pu se raconter, de nos anecdotes personnelles et respectives, quoi, que ce soit amoureux, amical, familial, et c'est question aussi de... Donc oui, il y a effectivement... l'écriture s'est d'ailleurs très bien passée, enfin, il y a un truc où c'était assez fluide, et il y avait des trucs de ping-pong aussi pour les dialogues qui étaient hyper agréables, donc oui, c'est quand même relativement inspiré de nous-mêmes. Oui, après aussi, moi, mais toi, t'as pas fait d'études, c'est ça, l'autre fois que tu disais? De quoi? T'as pas fait des études de théâtre, non? Non. Ah ouais, bah nous deux, en fait, on n'a pas fait des études de comédien, c'est pour ça aussi peut-être. Et moi, par exemple, c'est la première fois que je jouais dans un film où j'étais pas réalisateur, parce que j'ai fait des films où je jouais, mais des toutes petites scènes. Et donc, ouais, bah, je crois que je joue pas vraiment, en vrai. Je suis juste là, quoi, posé. Ouais, c'est déjà pas mal de pouvoir pour jouer. Voilà. Des fois, et par exemple, à la fin, quand tu te dis « Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé », là, quand tu pars à l'aéroport, j'avais pas capté que ça tournait. Quand commence à parler, je fais « Ah, de quoi tu parles ?» et tout. Si je regarde, tu peux voir qu'au début, j'ai du père, je fais « Ah », parce que j'ai vu qu'on fumait des trucs, je sais. J'ai pas compris la fin de ta phrase. Non, on fumait du CBD. Mais c'est fort, hein, quand même. Oh, c'est hyper fort. Ah, moi, j'étais « Wow ». Et donc c'est un film de Préli. Hein? Non. Je crois que t'as pas compris ce que ça voulait dire, Pascal. Je t'expliquerai après. Un film de... la dernière fois. C'est un feel-good movie quand même. On est bien dans ce film, on le regarde avec plaisir, on a envie que tu le rappelles. Voilà, on est quand même embarqué de manière sympa comme spectateur. Moi j'aime bien regarder ce film, être devant. Et je vais te poser une question, Garance, sur la musique, le choix de la musique, parce qu'elle a un côté un peu film japonais. Je sais pas si c'est ta façon de... Ouais, bah la musique, elle est faite par une amie qui s'appelle Mathilde Pomiro, qui réalise des films aussi, et qui est musicienne. Et ouais, c'est vrai que les références au cinéma japonais de type... Enfin, nous, même pour l'image, je veux dire, on avait beaucoup travaillé avec des références de Kitano, de L'été de Kikujiro, et puis les films de Miyazaki, forcément. Et donc ça... Donc c'est la musique de Joe Hisaishi, parce que c'est le même compositeur qui fait les deux. Ouais. Voilà, Joe Hisaishi. Et du coup, c'est vrai qu'avec Mathilde, on a beaucoup parlé de ça, même des trucs un peu étincelants, un peu comme des clochettes, enfin des choses comme ça aussi, qu'on voulait ramener une certaine légèreté, et puis avec beaucoup de douceur. Et même dans les plans et tout ça, dans les plans un peu loin, ça fait assez Kitano. Ouais. Et voilà. Parler de la musique. Ouais. Non mais c'est intéressant, en plus moi c'était la première fois que je faisais ça, je demandais à quelqu'un de composer de la musique, et c'est encore tout un autre langage. Et donc voilà, je vous conseille de regarder aussi ce qu'elle fait, Mathilde Pomiro. Elle s'appelle Ex-Girlfriend. Oui. Ex-Girlfriend. Pour les films, donc voilà. On trouvait que ça faisait sens, parce que Rome se fait surnommer Ville éternelle, et que nos deux personnages, nous, viennent d'une ville qui n'est pas Rome, du coup, mais qui leur sera éternelle dans le fait d'avoir grandi tous les deux au même endroit. Donc on aimait bien ce jeu de miroir pour le titre. Et aussi, Chip, il est bloqué éternellement dans sa ville. Enfin, il en est prisonnier, et en même temps, il en est content. Et aussi, à un moment, il évoque les nouveaux lotissements qui ont été construits dans la ville. Parce que moi, ma ville natale, elle change beaucoup. Et voilà, je trouve ça beau et en même temps un peu triste. Donc il y a une forme de deuil tout le temps des nouveaux quartiers qui naissent et qui meurent. Donc ça, c'est un peu précis, j'avoue. Mais c'est parce que j'adore l'urbanisme.